For the first time in history, on April the 16th, 1917, French tanks fought their way through the black sludge of Chemin des Dames. 1 year before, in October, British tanks bogged down in the Battle of Somme. In both cases, a long-awaited miracle did not materialize. The first battle tanks failed to make a difference. Yet a century later, tanks are still here, and they are becoming ever more deadly. How did they evolve from poorly armored soapboxes to modern titans of war? What is the future of tanks at a time when few armed conflicts have a front line and terrorism is the greatest threat? For a century, tanks were constantly redesigned and adapted. Their use on the battlefield has been the subject of multiple fighting doctrines. I climbed into modern-day tanks to try to understand their history. I interviewed specialists. Les duels ont démarré au-delà de 1000-1500 mètres, mais se sont terminés quelquefois à bout portant. Tank enthusiasts shared their passion with me. Les jeux vidéo, c'est vraiment un moyen en plus d'apprendre l'histoire. On le voit de plus en plus dans l'univers du jeu vidéo, que histoire et jeux vidéo se mêlent. Men of the 1st Hunter Regiment based at Verdun welcomed me into their world. "1915. The days of maneuver warfare and heroic assaults were over. Soldiers on both sides were holed up in trenches. Thousands of miles of barbed wire stretched across the wasteland between them. To break through enemy lines, you needed to cross over this no man's land and endure a senseless slaughter. How many infantrymen must have dreamed of having armor that protected against bullets and explosions? As early as August the 28th, 1914, the French Colonel Jean-Baptiste Estienne stated, "Victory will smile upon the one who first puts a cannon on a vehicle able to move on any type of terrain." Engineers attempted to do just that, putting cannons on agricultural machinery. On peut dire que le char, c'est une transmutation mécanique de vieux systèmes d'armes que tout le monde connaît, qui sont les éléphants d'Hannibal, qui sont le char du pharaon Ramsès à la bataille de Kadesh, ou plus simplement le chevalier du Moyen-Âge en armure. On trouve dans ces trois vieux systèmes les mêmes fonctions que l'on trouve aujourd'hui sur un char Leclerc, la protection, le feu et la mobilité. The design of these first tanks entailed considerable trial and error. On the eve of the First World War, designs for self-propelled guns were submitted to French artillery officials. Captain Levavasseur's tank, for example, had an armored hull, articulated wheels, the ancestors of caterpillar tracks,
and a 75mm gun. It was rejected in 1903 and again in 1908. In 1912, the Australian engineer Lancelot Eldin de Mol designed an armoured engine with caterpillar tracks that could carry soldiers across trenches and barbed wire without fearing machine guns. His project was also rejected. French and British generals still swore by the cavalry, but after a few months of war, they knew that the great Napoleonic cavalry battles were a thing of the past. Tank initiatives on both sides of the Channel between 1915 and 1917 now began to bear fruit. The first tank ever built came from England in 1915. But Little Willie never saw battle. On February the 2nd, 1916, Lieutenant Colonel Swinton introduced the Big Willie. Officially named Mark I, this tank was 29.5 feet long, more than 13 feet wide, and more than 6.5 feet high. The Mark I weighed 28 tons and was covered with armor plates up to half an inch thick. In addition to two 6-pound naval guns, it was equipped with a 106 horsepower 6-cylinder engine, which allowed it to reach almost 4 miles per hour and a range of 24 miles. Tanks were born, and they quickly became a symbol of the modern army. The tank has a symbolic value. It shows power, it shows strength, and that's why some countries wanted them in their armories, even if they didn't really think they were going to use them in battle, because it's got an amazing presence. If you turn up with a tank, it shows you mean business. And the tank's really powerful, and on that, its presence, as you can see here at the museum, awes people. And that's true on the battlefield as well. Le nom de tank vient d'un stratagème britannique pour tromper les Allemands, tout simplement. Et Churchill appelait les tanks les land ships, donc les navires terrestres. Et c'est pour dissimuler le plus longtemps possible aux Allemands les activités industrielles britanniques et françaises dans l'invention du char que le char a été baptisé tank, parce que réservoir, ma foi, c'est un nom passe-partout. 49 Mark I's were used for the first time during the offensive in Somme in September 1916. The results were modest. Only 21 tanks managed to set off for battle, and most broke down or were immobilized by German artillery. This British setback did not deter the French. In January 1916, the company Schneider-Creusot introduced the land battleship. .6 feet long, 6.5 feet wide, and more than 6.5 feet high, the Schneider tank weighed 12.5 tons. It was equipped with a 75mm gun, made of half-inch thick hardened steel plates and a 60-horsepower 4-cylinder engine with a 3-speed transmission. It could reach a speed of 2.5 miles per hour. Another prototype was introduced in 1916, the Saint-Chamond tank. Better armed and more spacious, the Saint-Chamond tank offered greater protection and visibility. At 23 tons, it was equipped with a 90-horsepower engine and armed with a 75mm gun and 4 machine guns. These steel monsters were not terribly reliable. The first French tanks took part in the Battle of Chemin-les-Dames in April and May 1917.
Of 128 tanks sent out on April the 16th, 52 were hit by artillery and 21 broke down or got stuck in the mud. In May, on the plateau of La Faux, 32 Schneider tanks and 16 new Saint-Chamond tanks paved the way for infantrymen. This time, they effectively aided the assault on German lines, though 12 were lost during this two-day battle. L'engagement des chars a été décevant en ce sens que la mission qui leur avait été assignée, qui a été de percer les lignes allemandes, n'a pas été complètement réalisée. Les équipages n'étaient pas encore complètement familiarisés avec leurs machines, ce qui a conduit bien sûr à beaucoup d'erreurs, par exemple de pilotage. C'est une arme qui est toute nouvelle, qui vient de faire son apparition. On n'a pas encore de doctrine d'utilisation de ces engins-là. Et puis, ces chars sont aussi tombés beaucoup en panne. The British were determined to improve upon the Mark I, so in May 1917 they unveiled the Mark IV. It was 26 feet 5 inches long. It weighed 32 tons. It was powered by two Foster Daimler 105 horsepower six-cylinder inline engines with a theoretical speed of 3.72 miles per hour. Its armor was nearly a half-inch thick. L'ambiance à bord des premiers chars, elle est assez facile à imaginer. Les premiers chars, d'abord, n'avaient pas des suspensions extrêmement efficaces. Alors, bien qu'ils n'aillent pas très vite, il faut voir que les premiers chars avaient des vitesses de pointe de 7 à 8 km/h. Malgré tout, à l'intérieur, on était extrêmement secoué. Il n'y avait aucune isolation phonique, bien sûr, donc on était directement au contact du moteur. C'était extrêmement bruyant. Pour que le chef de char transmette ses ordres soit au pilote, soit à ses tireurs, il fallait littéralement hurler parce que les systèmes d'interphone n'existaient pas. Donc imaginez un environnement extrêmement bruyant, extrêmement vibrant, avec des chocs mécaniques, et puis une odeur épouvantable entre la poudre qui brûle et le gasoil du moteur. In November 1917, not far from Cambrai, more than 350 Mark IV tanks set out to break through the German lines. The engines spread terror through enemy ranks. Around that same time, the French army introduced the Renault FT, the ancestor of all modern tanks. It featured a turret that rotated 360 degrees, an engine gearbox unit at the rear, and widely protruding caterpillar tracks. Ce char a deux nouveautés majeures. La première, c'est la tourelle. La deuxième, c'est son train de chenille. La tourelle n'existait pas sur les autres chars qui l'ont Il n'y précédé. avait pas de tourelle sur les autres chars. Et la deuxième nouveauté, c'est ce train de chenille avec une très grande roue à l'avant qui permet une plus grande présence sur le terrain, ce qui lui permet de plus facilement remonter d'une tranchée ou des entonnoirs d'obus. C'est un petit char avec un pilote à l'avant, l'armement situé au centre et le moteur à l'arrière. Le char Leclerc a exactement la même architecture. A light tank, the Renault FT held a crew of two, a commander gunner and a driver. The tank commander sat or stood right behind the driver. In this cramped and noisy space, the gunner gave orders to the driver by pressing one of his knees against his back for a change of direction, or by tapping on his helmet to start or stop the tank. Et sur le terrain, est-ce qu'il a joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés? Son rôle a été très important, surtout d'un point de vue moral. Son surnom, c'est le char de la victoire. Il a été utilisé pour la première fois par l'armée française fin mai 1918 pour arrêter la dernière grande offensive allemande.
As the Renault FT tank proved its effectiveness, 950 units were manufactured in the United States. Germans too realized the benefit of an armored army. Their response to the British Mark IV was the A7V. It was an armored box maneuvered by a crew of 18. However, only 20 of these 30-ton monsters were built before the armistice of the 11th of November 1918. Tout le monde est intimement convaincu que le système d'armes char est un système extrêmement prometteur et que c'est clairement le système d'armes sur lequel il faut travailler et développer des technologies pour finir la guerre. Donc le char, c'est cette solution. Et c'est cette solution qui sera travaillée et c'est cette solution qui permettra effectivement en 1918 les offensives victorieuses qui permettront de dégager complètement le territoire français avec l'appui précieux de l'aviation, il faut le préciser. At the end of the First World War, the Kaiser's generals believed that they had been defeated by the presence of tanks. While the German military was determined to upgrade its armored capability, the Allies took steps to downgrade it. After the war, British battalions shrunk from 25 to 5 soldiers. The American government dissolved its armored corps. I cannot ask that every American remain neutral in thought as well, even a neutral. Traumatized by the war and financially stressed, France ignored recommendations to continue tank development. In 1919, tanks came in 3 sizes: heavy, medium, and light. Each had a specific role. La cavalerie, de manière tout à fait traditionnelle, sur un schéma très napoléonien, était organisée en cavalerie d'éclairage, cavalerie d'exploitation et cavalerie de percée. La cavalerie a reproduit ce schéma au char. Donc elle dit « je veux un char de reconnaissance, petit et léger, je veux un char d'exploitation, moyen, au profit de l'appui d'infanterie, et puis je veux un char de percée, très fortement blindé avec un gros canon ». Research and development continued in private. American engineer John Walter Christie developed a revolutionary suspension system, the Christie suspension. Jusque-là, les chars n'avaient pour ainsi dire pas de suspension, c'était des vraies caisses à savon. La suspension Christie permet d'absorber beaucoup mieux les chaos du sol et donc du coup permet aux chars de se déplacer beaucoup plus rapidement. Most tank makers incorporated this advance because it made their tanks more mobile and dangerous. As early as 1926, the German army sent its officers to the Kazan tank school in the Soviet Union. For 6 years, officers of both nations exchanged technical and strategic advice. The Soviets wanted to develop a tank that could be produced in large quantities. The Germans began drawing up plans for their first light tank, the Panzer. They would use it in all battles through the spring of 1941. It would serve as the basis for ever more powerful machines. À cause des termes du traité de Versailles, l'Allemagne a quasiment interdiction de développer quoi que ce soit, en termes maritimes comme en termes terrestres ou en termes aéronautiques. Malgré tout, elle le fait quand Hitler arrive au pouvoir, et ils le font évidemment avec beaucoup de retard. Mais les ingénieurs allemands sont motivés, on leur donne beaucoup de moyens, et ils commencent à développer les premiers chars.
The first tank made by the Panzerwaffe was the Panzer I, with mass production beginning by 1934. A light tank at only 5 tons, it was initially designed with no turret. It carried 2 soldiers and 2 machine guns. L'apport du Panzer I, donc ce fameux premier char allemand à la future Wehrmacht, c'est qu'il va lui permettre enfin de valider sur le terrain tous les concepts de guerre de mouvement, et en particulier, il va permettre enfin de s'entraîner de manière réaliste et de manœuvrer de manière réaliste. The German army was then developing the techniques and tools needed for a general military strategy. The Blitzkrieg, or Flash War. The chief architect was Heinz Guderian. A strong advocate of tanks, he revolutionized the German approach to battle, earning him the nickname Fast Heinz. La guerre éclair ou la Blitzkrieg, c'est la guerre de mouvement. Et c'est la guerre qui paralyse l'ennemi parce qu'on va plus vite que lui, parce qu'on neutralise ses centres de commandement, parce qu'on s'attaque à sa logistique, et donc on s'attaque à son système nerveux et aussi à son système sanguin. Il faut savoir synchroniser les mouvements de son aviation, il faut savoir synchroniser les feux de son artillerie, et il faut savoir synchroniser le mouvement de ses chars. In this strategy, the Air Force attacks the enemy's rear and front lines, while tanks attack the front. As the tanks break through, the Air Force holds enemy reserves at bay. Finally, tanks move deeper into the enemy territory, while the infantry attacks any pockets of resistance. By September 1939, the Reich Army had 2,000 tanks. Germany could now test its Blitzkrieg doctrine during its invasion of Poland. In just a few days, the Wehrmacht, or German army, broke through the Polish defenses and rushed toward Warsaw. In a little more than 1 month, the Polish army, known for being the 5th best army in the world, was destroyed. German bombers grounded the Polish Air Force, destroyed infrastructure, bridges, barracks and train stations, while panzer divisions roared in. 3 days after the Wehrmacht invaded Poland, France and the United Kingdom began to consider their response. The so-called phony war began. The French army prepared for an expected German offensive, with tanks, including the medium-weight V1, playing an important role. Une des terreurs pour l'armée allemande, ça a été le char B1 bis français qui était virtuellement impossible à détruire par les pièces anti-chars allemandes. Et quand il y avait un B1 bis dans un secteur, ça a créé un relatif mouvement de panique dans les unités de la Wehrmacht qui étaient en face. The B1 was the star of French heavy tanks at the start of the Second World War. Introduced in 1931, this 32-ton tank was highly mobile and carried significant firepower. It was equipped with a 75mm short-barrel gun and a 1.8-inch gun in the turret. A 307-horsepower engine allowed for a speed of 15 miles per hour on the road. Its core mission: use its over 2-inch thick frontal armor to break through enemy lines. Created by General Estienne in the 20s, the heavy B1 was one of the most powerful tanks for about 15 years. But its early design had many technical handicaps. It required constant maintenance and new parts.
The other star of this period was the Renault R35. It was so successful that it would be exported as far as Eastern Europe. Finally, the Saumur S35. This 20-ton tank was equipped with a 1.8-inch automatic gun and used a crew of 3. It was the first French tank to feature sloped armor. Because of the 60-degree angle, any shell or bullet that hit its surface was likely to be deflected. Les chars français sont en moyenne très supérieurs aux chars allemands, qui ont des performances modestes, voire moyennes. La supériorité du char allemand, elle vient de la tactique, elle vient de l'emploi, elle vient du système de communication, puisque chaque char allemand possédait une radio, ce dont étaient fort dépourvus les chars français. Donc pour coordonner une attaque, quand on est capable de se parler, ça aide beaucoup. Ces chars français, finalement, ils sont d'excellente qualité. Les chars français sont de très bonne qualité technique. Ils sont assez nombreux, il y a plusieurs types de chars. Certains sont des conceptions un petit peu anciennes, avec 2 hommes d'équipage. D'autres, comme celui-là, ou le Saumur, sont d'excellents chars, qui seront d'ailleurs réutilisés par les Allemands en 1940. The French now had one of the world's most robust armored fleets, with 2,300 tanks. Yet the numbers meant nothing if they weren't used correctly. L'armée française constitue aussi des unités à base de chars, mais elles n'ont pas le facteur, si j'ose dire, d'intégration interarmes qu'avaient les Panzerdivisions. Et encore une fois, un autre paradoxe de la campagne de 40, c'est que l'armée allemande était loin d'être constituée uniquement de Panzerdivisions. Les Panzerdivisions ne représentaient que 15 à 20% des effectifs de la Wehrmacht. Le reste de la Wehrmacht allait à pied ou à cheval. Mais le simple fait d'avoir ce fer de lance, qu'étaient les Panzerdivisions, leur a permis de gagner. L'utilisation de ces chars est complètement différente chez les Allemands par rapport aux Français et même aux Britanniques. Le général Flavigny a très bien illustré cette différence en disant « Nous avons utilisé nos chars en 1000 paquets de 3, alors que les Allemands l'ont utilisé en 3 paquets de 1000. » Even with subpar technique, the French tanks still posed a threat, as they did in Hanau, Belgium. From May the 12th to the 14th, 1940, General Priou ordered the French Cavalry Corps to confront the 16th German Armored Corps, commanded by General Hermann. The Germans did not anticipate the resistance of Saumur S-35's armor. Alors, en juin 1940, l'état-major de la Wehrmacht, bien sûr, essaie de tirer les leçons de ces 2 campagnes. Alors, ces 2 campagnes ont été victorieuses, évidemment, ils en sont ravis. Ils attribuent tout ça à la qualité de leur commandement, à la qualité de leurs manœuvres, à leur doctrine d'emploi nouvelle, et puis à la formation de leur fameuse Panzerdivision. Bien sûr, ils sont aussi extrêmement objectifs, et ils considèrent que les chars qu'ils ont lancés dans ces batailles ne sont pas tous à la hauteur, loin s'en faut, et qu'il va falloir réellement créer des trous et des percées technologiques dans la future génération de chars qui se préparent. In a few years, Germans went from the 5-ton Panzer I to the Panzer IV, a medium tank weighing 22 tons.
While the Panzer I had only 2 machine guns, the Panzer IV carried a 75mm cannon. Its frontal armor was now over 3 inches thick. In contrast, French tank development slowed, following an armistice signed by Germany and France on June the 22nd, 1940. With France neutralized, Adolf Hitler could turn his attention to Britain and to the Soviet Union. He saw a modern tank fleet as the cutting edge of an Eastern offensive. On June the 22nd, 1941, Germany began its invasion of the Soviet Union, Operation Barbarossa. Hitler organized his offensive on 3 fronts: Leningrad, Moscow, and Kiev. He mobilized about 4 million men, along with 4,200 planes and 3,600 tanks, including 444 Panzer IVs. The Fuhrer had no doubt the operation would succeed. In the north, the Reich's Tank Corps faced a Soviet counterattack and a formidable foe, the KV-1. The heavy KV-1 tank was put into operation in 1939 by the Red Army. This 46-ton monster had a 75mm cannon and armor 3 inches thick. The KV-1 was mass-produced from March 1940 to August 1942, yielding a total of 2,762 vehicles. Au cours de l'opération Barbarossa, comment se déroule la rencontre entre les KV-1 notamment et les Panzers allemands? Alors, en 1941, lors de l'opération Barbarossa, environ 600 de ces chars ont été construits par les Soviétiques. Durant le premier été de l'invasion, ces chars n'ont pas une grande efficacité. Non pas qu'ils ne sont pas bons techniquement, mais tout simplement, les armées soviétiques étaient complètement désorganisées et surtout les tactiques d'utilisation n'étaient plus au point. En revanche, ces chars-là vont être utilisés en 1942 et surtout en 1943. Et là, on verra toute la valeur technique de ce type de char. In the south, the Germans confronted a major gathering of Red Army tanks, including the T-34. Weighing 31 tons, the T-34 was fast, powerful, and well-armored. It was equipped with a 75mm cannon and 2-inch thick reinforced frontal armor that sloped to 60 degrees. Deployed 5 days after the start of Operation Barbarossa, the T-34s outclassed their German counterparts. Ce char T-34, quels sont ses atouts finalement? Alors, le T-34 est considéré par beaucoup comme un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction est très rustique, ce qui lui permet de pouvoir être construit rapidement au moment où l'URSS a absolument besoin d'avoir un grand nombre de ces chars face à l'invasion allemande. Ce char, pendant toute la guerre, a été continuellement amélioré de telle sorte qu'il est véritablement un des symboles de la victoire alliée contre l'Allemagne nazie et particulièrement pour les Soviétiques. The Russian KV-1 and the T-34 became the Germans' nemesis. Their frontal armor resisted anti-tank weapons and the 35mm guns used by the Wehrmacht. To penetrate the thick Soviet armor, German artillerymen turned to their 88mm anti-aircraft guns.
This solution would inspire a new generation of Reich tanks. Ce qui caractérise la course aux armements en Allemagne, c'est que réellement l'adversaire désigné et celui que l'on devait battre était l'adversaire russe. Ils ont à peu près royalement ignoré ce que faisaient les Britanniques et les Américains, considérant qu'en matière de chars, de toute façon, c'était pas le réel adversaire. Le réel adversaire, il était russe. Et les Russes se sont lancés dans une course à l'armement et une surenchère de spécifications telles que les Allemands étaient obligés de suivre. A frantic race to develop a new tank began. By mid-1942, the German army had an iconic new machine. Panzer VI, aka the Tiger. The German 88mm anti-aircraft weapons had proved effective, with a high firing rate and a range of 1.24 miles. But this 7-ton gun was difficult to move and prepare for firing. German engineers saw the tank as an answer. They surrounded the 88mm cannon with a thick turret for protection and mounted it on caterpillar tracks for mobility. The tank's weight slowed it down to only 23 miles per hour. Only 1,360 units would be manufactured by German factories due to its costly and labor-intensive production. Alors le Tigre, quand il est sorti en 1942, était le roi du champ de bataille. D'abord par son poids, environ 55 tonnes, par son tube, un 88 mm, qui pouvait percer tous les blindages existants. C'est un char qui a été conçu à environ 1400 exemplaires, donc pas énorme, mais qui a eu un impact psychologique très fort sur les Alliés, tant du côté occidental que du côté des Soviétiques. Le char Tigre, c'est un bébé, si j'ose dire, de Hitler lui-même. Hitler voulait absolument un char lourd. C'est effectivement un char avec un potentiel plus que remarquable. La propagande allemande l'a tout à fait compris à l'époque. La problématique, c'est que ce char est très complexe à mettre en œuvre et il faut, pour pouvoir manœuvrer ce char, un équipage formé et très aguerri sur cette machine, qui représente d'ailleurs un coût de fabrication gigantesque pour l'époque. On peut ajouter également des optiques de visée pour le canon d'une extrême qualité qui permettent des contre-visées très rapides, qui permettent au pointeur de faire mouche presque du premier coup. Les premières séries de chars Tigre souffraient cependant d'une fiabilité relativement faible, en particulier de la partie mécanique et de la partie train de roulement, ce qui fait que beaucoup de pertes de chars Tigre à cette époque sont dues à des pertes mécaniques. On December the 7th, 1941, the Japanese Air Force attacked the American naval base at Pearl Harbor, drawing the United States into the war. Its weaponry would need to be updated, including its tanks. Between 1930 and 1939, the US Army acquired only 321 light tanks. The industrial infrastructure to manufacture them was non-existent, and no one was truly trained to use them. At the end of the First World War, their engineers had designed the Mark VII Liberty.
a steel giant similar to its British cousin. They were sold to Canada in 1940. Il faut se souvenir que quand les États-Unis rentrent en guerre au début des années 40, l'armée américaine est une armée minuscule, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Et sa composante blindée, elle est quasiment inexistante. Ils ont ce qu'on appelle des tankettes. Et donc les industriels américains sont immédiatement sollicités pour trouver des solutions court terme à l'équipement de l'armée américaine. Et dans la grande tradition américaine, la perspective de fabriquer des choses en nombre se traduit immédiatement par des process industriels qui leur sont très particuliers. The US Army quickly updated its M2 tank with reinforced armor. Released under the name M3, it was nicknamed the Stuart by the British. But all the light US tanks had the same problem. Their 37mm guns penetrated less than an inch of steel from a relatively short distance. Designed in 1940, the M3 Lee was armed with a 75mm gun placed at the front of the tank. It was also equipped with a 7mm gun mounted in a turret. It had light armor, a half-inch thick in the rear and 1.5 in the front, making it vulnerable to German Panzer IIIs and anti-tank guns. Le char M3, c'est une inspiration du char français B1 bis, puisqu'on retrouve un canon planté dans une casemate en châssis, et puis au-dessus de tout ça trône une tourelle. Il est fait un peu dans la précipitation, avec les moyens industriels de l'époque. C'est un char qui n'a pas de très grande performance, il faut bien le dire. Son blindage est relativement mince, sa mobilité est notoirement insuffisante, et au point que quand il a été engagé en Afrique du Nord, les Alliés l'ont immédiatement baptisé un cercueil pour 7 braves gars, ce qui en dit long sur les qualités attendues de ce char. Starting in 1941, automakers General Motors and Chrysler built more than 6,200 M3 Lee units. In 1942 alone, they assembled 1,500 tanks. With slight modifications by the British, the Lee tank took another name, the Grant. Grant and Lee tanks fought as early as 1942, particularly in North Africa. They joined other British tanks, including the Churchill, known for its robust 4-inch thick armor, and the Matilda, nicknamed the Queen of the Desert. With its nearly 3-inch armored plates, this 25-ton tank was considered the best defended tank in Western Europe until 1941. At the time, specialists saw it as a heavy tank due to its thick sloped armor plates. Its role in infantry support explains its low speed of only 15 miles per hour. Que vaut ce char britannique, Matilda? Alors c'est exactement le Matilda II. Ce char est utilisé par les Britanniques en Afrique du Nord. C'est surtout là où il fait ses preuves, notamment avant l'arrivée des Allemands contre les Italiens. Et là, face au matériel italien, il règne en maître sur le désert de Libye. C'est un bon char, donc. C'est un bon char pour un début de guerre. Très rapidement, il va être déclassé avec l'arrivée de l'Africa Corps à partir de février-mars 1941.
Allied tanks faced off against Panzers II, III and IV of the Afrika Korps, commanded by Erwin Rommel. The German tanks literally massacred the Allies. Rommel, c'est un vrai professionnel de la division blindée. Il sait utiliser les chars, il en connaît le potentiel. Et donc, quand il débarque à Tripoli avec l'Afrika Korps, il dit « Je dois impérativement surprendre mon adversaire et je dois le prendre de vitesse ». Donc, il lance immédiatement des colonnes de reconnaissance vers le dispositif britannique et il engage immédiatement une guerre de mouvement. C'est l'audace qui a payé. Rommel était un homme audacieux d'un point de vue tactique et il a pris de vitesse dans un premier temps les troupes britanniques qui stationnaient à l'est de la Libye de cette façon. C'est l'application des enseignements de la guerre éclair de la campagne à l'ouest. At the beginning of July 1942, with only about 40 panzers left, Rommel waited for reinforcements. When he resumed the offensive at the end of August 1942, he had only 200 panzers matched against more than 767 British tanks. The Germans were forced to give up. On November the 4th, 1942, General Rommel, with only about 30 tanks left, gave the order to retreat to Libya, then to Tunisia, where his forces linked up to 31 Tiger tanks. This is where the British Army first caught a glimpse of the Tiger number 131. The only specimen in working condition is now kept at the Tanks Museum of Bovington. This steel monster is a startling sight. On the battlefield, the Tiger was a predator. In Tunisia, the 31 Tigers destroyed 300 enemy tanks while suffering only 7 losses. La 8e armée du général Montgomery était parfaitement ravitaillée depuis le port d'Alexandrie par les convois qui arrivaient de Grande-Bretagne et des États-Unis. Et donc l'armée britannique, elle disposait de chars tout neufs en provenance directe des usines américaines. Rommel a tout simplement plié sous le nombre. The African campaign showed that many Allied tank models were obsolete and had to be removed from the front lines. The manufacturing of the Queen of the Desert, the Matilda Mark II, was stopped, followed by the M3 Grant and Lee. They were all replaced by a new American design, the M4 Sherman, in the autumn of 1942. The Sherman became one of the most iconic tanks of the Second World War. It weighed 30 tons and was equipped with armor nearly 3 inches thick. With a gasoline-fueled 400 horsepower 9-cylinder engine, it could reach speeds of up to 24 miles per hour. Designed during the second phase of a massive medium tank program, the Sherman would be a welcome surprise to Allied soldiers during its baptism of fire in 1942. Le Sherman est un pur produit de la culture américaine. Donc c'est un char industriel. Il s'agit de fabriquer des choses rapidement, à un coût modéré, de manière relativement simple, avec les technologies dont on dispose sur étagère, si j'ose dire. Donc c'est un char qui, par exemple, d'un point de vue technique, fait massivement appel à des caisses moulées. Effectivement, les moules coûtent très cher, mais à partir du moment où vous disposez de ces moules et de ces moyens industriels, vous sortez les chars, si j'ose dire, comme des petits pains. Et le reste du char est conçu à peu près de la même façon, en exploitant tout ce que le tissu industriel américain a de disponible. C'est la raison pour laquelle les premiers chars Sherman sont motorisés avec des moteurs d'aviation, parce que c'est tout ce que l'industrie américaine était capable de produire. Et le surnom du char M4, c'était le briquet, tout simplement parce que dès qu'un char M4 était touché, les vapeurs d'essence mettaient le feu au char. Et puis ensuite, on procède par amélioration. Et effectivement, le char M4 de la fin de la guerre n'a rien à voir avec celui qui a été produit au tout début. In 1944, most Allied units were equipped with American Sherman tanks. General Percy Hobart modified the tanks to facilitate landing operations,
including a special model called the DD, or duplex drive. The only existing specimen is in the collection at the Bovington Museum. David, what there's is amazing, it's huge. It's a boat or it's a tank? It's both. It's a 30-ton Sherman tank, an American Sherman, converted by the British to be able to float ashore, powered by propellers at the back for the D-Day landings. And the idea is the canvas screen around it displaces enough water to allow that 30-ton tank to float. You have propellers at the back and tracks to drive on land. So they call it a duplex drive, DD, 2 ways of driving. And they were designed specifically for the D-Day landings. Yeah. And the idea was the problem that the Allies had, if you put all your tanks on one boat and that boat hits a mine or is hit by shell fire, you'll lose all the tanks. If further out to sea, you can launch all your tanks, there's a good chance some of them will get onto the beach. And the duplex drive is one of the Hobart furnace? Yeah, there's a unit is put together under a General Hobart, the 79th Armoured Division, and it has many different units serving with it. Specialised armour, floating tanks, bridge layers, tanks with petard mortars to blow up emplacements, lots of different types of armour that is specially designed for the D-Day landings to get the guys ashore. And then they use it throughout the rest of the campaign in Europe because they realise flamethrowers, lots of these different types of vehicles are really useful. Between 1940 and 1945, the United States produced more than 53,000 Sherman tanks, which inspired the British to develop and manufacture an anti-tank tank, the Firefly. Based on the M4 Sherman, the Firefly weighed 31 tons. The British equipped it with their anti-tank gun, the 76.2mm QF 17-pounder. Its shells could penetrate 6 inches of armor. Unfortunately, with its high profile and 3-inch thick armor, the Firefly was also an easy target. Les Américains ne disposaient pas de l'équivalent du Tigre avec le char Firefly, mais ils disposaient au moins d'un char capable de percer les Tigres. Et on a vu ensuite, pendant la bataille de Normandie, les Tigres être défaits plusieurs fois par des Sherman Firefly. With Hitler determined to win the arms race, the German tank madness was far from over. Instead of addressing the weaknesses of current tanks, the Führer ordered his industrial sector to develop whole new models. The result, in mid-1943, was a monster, the Panzer V Panther. Le Panther est la réponse allemande à l'apparition du T-34 russe. Et donc les Allemands ont conçu un char qui est une sorte de super T-34 avec leur propre technologie. On lui ajoute des chenilles très larges qui réduisent considérablement ses chances d'enlisement ou de s'enfoncer dans la neige, et il peut manœuvrer sur des terrains beaucoup plus meubles que pas mal d'autres chars, malgré son poids très lourd pour un char moyen. At 29.5 feet long, 13 feet wide and 10 feet high, the Panther weighed 45 tons. It took 5 men to operate it. Equipped with a 75mm gun and 4-inch thick armor, it could travel up to 28 miles per hour. It was the first German tank designed with sloped armor. Its ammunition could penetrate 4-inch armor from a distance of 1.24 miles. Est-ce que le char Panther est une véritable réussite technologique? Alors il est considéré certainement comme le meilleur char allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est
véritable première production de chars allemands ayant pris en compte les expériences de la guerre sur le front soviétique. Et sa silhouette change radicalement des chars antérieurs à 1940 et se rapproche beaucoup plus du char soviétique T-34. Ouais, c'est ça, avec un glacis incliné en fait. Exactement. Les autres chars sont plutôt avec des pans droits, et là, ce sont des pans inclinés sur l'ensemble du char. Created in 1942, the first Panther was sent to the Eastern Front 1 year later. It headed straight for Kursk and one of the greatest tank battles in history. On July the 5th, 1943, Hitler launched Operation Citadel. The offensive, originally planned for March the 1st, was delayed 3 months for the delivery of the Panther tanks. That caused the Germans to lose the element of surprise, much to the dismay of the German forces commander, General von Manstein. On July the 12th, 1943, the largest tank battle of the war took place, not far from the city of Prokhorovka. Around 1,000 German and Soviet tanks faced off in a battle of steel titans. Von Manstein counted on the long-range guns of his Tigers. The Russian general, Zhukov, emphasized close-quarter combat. Ça a été un duel relativement dantesque, avec d'un côté plus d'un millier de chars russes, du côté allemand à peu près 400 chars. Et les Russes ont, à la mode russe, si j'ose dire, jeté ce dispositif violemment en attaque frontale sur les positions allemandes, et en particulier sur le 2e corps d'armée blindée SS. Cette bataille a été une gigantesque mêlée. Quand je dis une gigantesque mêlée, c'est-à-dire que les combats, les duels, si vous voulez, ont démarré au-delà de 1000-1500 mètres, mais se sont terminés quelquefois à bout portant, les adversaires se tuant littéralement l'un l'autre à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de distance. At the end of the Battle of Prokhorovka, the losses were huge on both sides. 400 tanks for the Soviets, 70 to 80 for the Germans. This battle marked the last attempt by the German army to break through Soviet lines. Si on devait comparer une bataille à un match de football, 400 contre 70, la victoire est du côté allemand. Maintenant, si on s'élève un peu au niveau stratégique, la bataille de Kursk a été une défaite stratégique allemande, en ce sens qu'elle a usé la Panzerwaffe, c'est-à-dire l'arme blindée allemande, dans des proportions telles qu'il était difficile à l'industrie allemande de compenser les pertes en chars, et il était aussi difficile à l'armée allemande et à ses écoles de former des équipages compétents. Les Allemands, tous modèles confondus, ont produit à peu près 22 000 chars de combat. Ce chiffre est à comparer aux 80 000 chars produits par l'industrie américaine et aux presque 100 000 chars produits par l'industrie soviétique. Donc on voit tout de suite que sur le simple critère de la production industrielle, l'Allemagne avait toutes les chances d'être écrasée, même si, dans bien des cas, la qualité des chars alliés était légèrement inférieure à celle des chars allemands. At Kursk, the German army lost 60,000 men. The Panther did not guarantee its success. Hitler abandoned the offensive a week after it began to divert forces to fight the Allied invasion of Italy. Ce véhicule a été construit à 485 exemplaires. C'est une merveille technologique, sans aucun doute, mais d'un rôle tactique très très faible.
Son poids est énorme, sa motorisation n'est pas suffisante, ce qui fait qu'il se déplace très lentement, il a une très faible mobilité. Certes, il est quasiment invulnérable, sauf par l'aviation, mais les problèmes de l'Allemagne en fin de guerre à partir de 1944, les problèmes d'essence, des problèmes de pièces de rechange, font que ce char, en fin de compte, n'a pas eu un impact aussi fort. Et beaucoup de ces véhicules ont été détruits par leurs propres équipages. Et nous avons la chance, ici, au musée, d'avoir un Tigre II qui n'a pas été sabordé et qui est le seul, aujourd'hui, à pouvoir rouler. During the Second World War, the increasing weight of battle tanks didn't really make a difference. In the 30s and 40s, generals and the public alike imagined convoys of huge ground battle cruisers rolling off ships with arms and armor to crush their enemies. Some crazy designs were even realized, like the Maus, an armored incarnation of Adolf Hitler's madness. A true colossus, the Maus was 33 feet long, 12 feet wide, about 13 feet high, and weighed a staggering 188 tons. Its huge cabin could hold 6 men. The main gun was a 128mm cannon. Its frontal armor, 7 inches thick, was sloped to 35 degrees. To move, this monstrosity needed a 1,200 horsepower engine to propel it to a top speed of 8 miles per hour. On était dans un délire d'ingénieur et on était dans une espèce de course folle et personne ne prenait suffisamment de recul pour dire est-ce que ce que je fais est réellement intelligent et pertinent. On August the 6th, 1945, the first atomic bomb was dropped by the US Air Force on the city of Hiroshima. A second bomb, dropped 3 days later, destroyed Nagasaki. The Second World War ended, and another conflict began, the Cold War. The threat of nuclear action would have an impact on the technological progression of battle tanks. Ce qui caractérise en fait l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait nucléaire. Tank design was also influenced by the development of a whole new type of projectile weapon, the hollow charge. A hollow charge shell contains a copper cone-shaped sheet. Upon impact, a sensor located at the cap activates an explosive charge. This deforms the copper cone and turns it into a solid metal jet. This molten sting, traveling at 8,000 meters per second, is able to punch through 28 inches of armor. La charge creuse, elle joue un rôle absolument fondamental dans la guerre parce que, grâce à la charge creuse, qui est embarquée dans ce qu'on appelle les bazookas, ou les Panzerfaust, ou les Panzerschreck, permet à un fantassin de tuer un char. Ce qui était inenvisageable avec une autre technologie. Donc la charge creuse, c'est une révolution sur le champ de bataille parce que le fantassin devient un danger pour le char. Engineers and general staff concluded that the thickness of the armor was no longer important. It was better to design a tank that was lighter and more balanced, with a focus on firepower, speed, and agility. A new design was born: the main battle tank. It would perform a variety of functions, supporting the infantry, breaking through fronts, and scouting.
On avait terminé la Deuxième Guerre mondiale avec des projets de chars à 70, 80, voire même 120 tonnes. Et là, on se dit que finalement, on pourrait avoir un char bien équilibré dans toutes ses fonctions, pas trop lourd pour être bien mobile, suffisamment protégé, aux alentours de 40 tonnes. Et d'une certaine manière, le premier main battle tank, c'est le T-55 russe. The Soviet Union produced main battle tanks at a frantic pace, beginning with the T-54 in 1946. It evolved into the T-55 in 1958, with nuclear, biological and chemical protection. Between 85,000 and 100,000 T-54s and T-55s rolled off the assembly lines, making them the two most heavily produced tanks in history. Although made initially for the Red Army, these tanks were exported all over the world. Il y a, chez les Soviétiques, la volonté de conserver cet outil fantastique qui est le rouleau compresseur mécanisé blindé. Donc chez les Soviétiques, on innove, on continue à développer et on continue à produire. La première génération de l'après-guerre, c'est le T-55 et le T-62. Donc ce sont des chars moyens, d'une architecture relativement classique, avec un équipage de 4 hommes et des canons de 100 et 115 mm, capables de tirer des nouveaux projectiles qu'on appelle les projectiles flèches. L'invention de la flèche est une invention russe. The American response to the T-54 and T-55 was not long in coming. The US Army wanted a tank that could penetrate the T-55's armor. Enter the M60 Patton, or Super Patton. Le M60 américain, il s'inscrit dans une parfaite continuité technique et architecturale des M47 et des M48 qui l'ont précédé. Le M60, c'est un char, encore une fois, de culture américaine. C'est un char industriel. Donc il faut pouvoir fabriquer des chars en grand nombre, même si les performances restent moyennes. L'essentiel, c'est que le char n'ait pas de gros défauts. C'est un char dont l'architecture se prête assez bien aux modernisations. The M60 was able to fire a shell every 7 seconds with its 105mm cannon. It weighed between 46 and 51 tons and was propelled by a 750 horsepower 12-cylinder diesel engine. This tank would be constantly modified and exported to several countries. The French built the AMX-30, which equipped its army from 1966 to 2011, while the Germans built the Leopard 1. These two tanks prioritized mobility and firepower rather than armor. À partir des années 60, il se reproduit une nouvelle course à l'armement, alors sur un rythme évidemment beaucoup plus lent que celui qui avait prévalu au cours de la Deuxième Guerre mondiale, où là on avait conçu 3 générations de chars en l'espace de 5 ans. Alors là on a des ambitions un peu plus modestes, mais malgré tout, on réinvestit dans le char de combat, et en particulier on le réinvestit encore une fois sous la pression russe, qui sort de nouvelles générations de chars, en particulier le T-64, qui crée un petit vent de panique du côté de l'OTAN en disant « mais nous n'avons rigoureusement rien à opposer à cette nouvelle machine ». Le T-64 se veut un condensé et un juste milieu entre la capacité à industrialiser un char et la qualité du char. On va condenser les technologies de l'époque en créant les premiers chargeurs automatiques. On va supprimer un poste dans les chars, passer les équipages à 3 personnes. In preparation for a Third World War, Soviets came out with the T-64. Le T-64, c'est une rupture en termes d'architecture, parce que c'est le premier char qui dispose d'un chargement automatique des munitions, alors qu'avant, il fallait un tankiste
qui charge les munitions à bord du canon. C'est aussi le premier char équipé, ce qu'on pourrait appeler une première génération de blindage composite, c'est-à-dire que le blindage ne fait plus exclusivement appel à une couche d'acier, mais il commence à mêler des éléments métalliques et des éléments non métalliques, en particulier pour contrer les charges creuses. Et c'est un char qui dispose d'un canon d'un calibre tout à fait exceptionnel de 125 mm, alors qu'à l'époque, les chars de l'OTAN, c'était du 90 ou du 105. The T-64 was filled with innovations. Its general profile resembled the T-55, with a hemispheric turret in the center. However, it had 6 small, evenly spaced wheels and 4 return rollers. The size of the engine compartment was reduced for a new compact engine. Tous les chars russes construits jusqu'en 2015 sont en fait des fils et des petits-fils de ce T-64 dont ils ont complètement conservé l'architecture. Donc d'une tourelle à 2 hommes avec un chargement automatique, une silhouette extrêmement basse, un train de roulement suffisamment costaud, procurant une très faible pression au sol pour pouvoir évoluer au-dessus de la boue, de la neige, etc. Et une relative facilité de mise en œuvre. The launch of the T-64 forced Western powers to modernize their own armored fleets, and a new generation of tanks was born. À partir des années 60, on considère qu'il y a eu 3 grandes générations de chars. La première génération, c'est T-62, T-55 côté russe, M47, M48, M60 côté américain, AMX-30 côté français, Léopard 1 côté allemand. Voilà. Donc ces chars, généralement des chars avec un équipage de 4 hommes, des canons de 90 à 105, et quand ils tirent, ils s'arrêtent. La deuxième génération, elle introduit quelque chose qui va révolutionner le combat de char, qui est la stabilisation du canon et de la visée. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'arrêter pour tirer. On peut engager les cibles en roulant, le canon est stabilisé, la visée est stabilisée, et donc les cibles se présentent devant vous comme si vous étiez au point fixe. La deuxième génération, elle se caractérise aussi par l'introduction massive des blindages composites. Donc ces fameux blindages qui sont déjà capables d'arrêter des charges creuses. On crée des blindages qui vont juste servir à faire détonner prématurément la munition et fausser la distance optimum d'agression du jet de cuivre en fusion. On peut aussi adjoindre des matériaux en céramique à l'intérieur des blindages qui vont dissiper le flux de métal en fusion. Donc ces chars, c'est le Léopard 2, c'est le char M1, c'est d'une certaine manière le Challenger, le T-72 du côté russe. Et il y a aussi l'introduction, dans une partie de ces chars de deuxième génération, d'un autre élément qui va radicalement changer le combat de chars, c'est la vision nocturne par caméra thermique passive. In the United States, in February 1972, a team gathered at Fort Knox to develop the new main battle tank, the M1 Abrams. Developed by Chrysler between 1972 and 1979, Abrams tanks numbered more than 9,000 units. It needed to comply with many requirements, especially the protection of its crew and the speed of target acquisition and first round hit. It had a composite armor reinforced with uranium mesh. When the development of the first generation M1 Abrams started, the Soviets launched their own upgrade. The T-64 proved to be, despite all its innovations, fragile, complex, and difficult to produce and maintain in large numbers. Its successor, the T-72, is still in service today. Launched in 1973,
The T-72 weighs 41 tons and is equipped with a 125mm cannon. Its diesel engine supplies 840 horsepower, giving it a top speed of 28 miles per hour. La principale qualité des chars de série T soviétiques, c'est qu'ils sont pas chers. Donc pour beaucoup de pays, c'est quand même un moyen de s'équiper massivement en chars pour un coût relativement modeste. Et les chars T, effectivement, ce sont des chars qui ont vu tous les conflits de la planète. The T-72 was mass-produced and exported to 35 countries, but the Soviets didn't stop there. At the end of the 70s, they created the T-80 by installing a gas turbine engine on the base frame of the T-64. In the mid-1980s, the Red Army had no fewer than 60,000 tanks in addition to those in satellite countries. By contrast, the United States had only 12,000 tanks, West Germany 4,000, France 1,200, the United Kingdom 900. In the Middle East, the tank has played a fundamental role. Since its creation in 1948, Israel has seen the value of tanks in national defense. During the Six-Day War in 1967, Israeli tanks delivered a crushing defeat to Arab adversaries equipped with Soviet tanks. Thereafter, the Israeli government decided to develop a battle tank that was wholly Israeli. The Merkava, meaning wagon in Hebrew. Engineers would learn lessons from various conflicts, especially the Yom Kippur War in 1973. La guerre du Kippour, qui est un affrontement dantesque de chars, aussi bien dans le Sinaï que sur la frontière nord d'Israël, sur le plateau du Golan. Des milliers de chars sont engagés, des centaines de chars sont perdus des deux côtés, dans des batailles d'une violence absolue. During the Yom Kippur War, despite its victory in the famed Battle of the Golan Heights, Israeli tanks suffered grueling losses. Wire-guided missiles like the AT-3 Saga and individual anti-tank weapons such as the Egyptian and Syrian RPG-7 caused considerable damage. Israeli leaders concluded they needed to develop a tank that ensured the survival of its crew and resisted direct fire. The first Merkava was put into service in 1979. Le char Merkava, c'est une petite révolution dans le monde du char en termes architectural. Les premières versions du char Merkava n'ont rien de fantastique en termes technologiques, parce qu'en fait, les Israéliens ont récupéré des morceaux un peu partout, des bouts de M60 américains, des bouts de M48, voilà. Mais ils les ont redessinés et réimplantés dans une architecture originale qu'ils ont appelée l'architecture à haute protection, qui en particulier met le groupe motopropulseur à l'avant du char. Un groupe motopropulseur de char, c'est un bloc d'acier de 5 tonnes. Et les Israéliens disent « ce serait bête de s'en passer comme blindage ». Qu'un projectile détruise le moteur, ma foi, tant pis. L'essentiel, c'est que l'équipage soit sauf. C'est le seul char de combat principal à ce jour avec une porte dans un compartiment de combat à l'arrière, à la place du moteur. On est capable d'emmener 3 fantassins en armes ou des blessés à l'arrière du char. The Merkava was tested in 1982 during the First Lebanon War. It met the specific needs of war in the urban zones and restricted battlefields of the Near East. Armed with a 105mm cannon, the Merkava featured a sleek profile.
The 908 horsepower engine produced speeds of over 65 miles per hour on the road. It was equipped with a firefighting system and an armor made out of spaced-out plates. The armor enhances protection, but also explains its 60-ton weight. After the Lebanon War, Israeli tanks continued to improve, with 3 new models in 1983, 1989, and 2004. The newest of these had armor made of multiple materials, such as metal, plastic, and ceramic, and an active protection system. For Russia, its T-72 tanks were largely outclassed by those of the coalition. Launched in 1993, the T-90 was the first Russian tank to feature Contact 5 reactive armor, an infrared jamming system, and detectors to warn the crew of targeting by enemy guidance. In the West, the number of tanks in service has fallen dramatically since the end of the Cold War. In contemporary designs, crew safety and the preservation of the tank are now primary concerns. Developed during the Cold War, the French Leclerc tank was designed to replace the aging AMX-30 and to respond to battles of the 1980s. Nous étions en deuxième rideau de l'OTAN, dans une posture défensive face aux unités blindées du parc de Varsovie. Donc le cahier des charges du Charles Leclerc, il était extrêmement simple. Ça devait être un tueur de T-80. Voilà, faites-moi le meilleur tueur de T-80 possible. Donc il faut tuer les T-80 de manière rapide, de manière définitive, de manière efficace, tout en étant soi-même à l'abri des coups de l'adversaire. The Leclerc tank combined power, agility, and speed. This colossal machine is equipped with 18 onboard computers that allow it to acquire its targets accurately and communicate in real time with the entire chain of command. Equipped with a 120mm gun with automatic ammunition loading, it is able to fire 10 shots per minute when stopped and can find new targets within a few seconds. À titre de comparaison, un Charles Leclerc qui tire une munition qu'on appelle une munition flèche, avec son canon de 101 mm, eh bien, ce Charles Leclerc est capable de percer 2 tigres mis l'un derrière l'autre. Mon capitaine, aujourd'hui, quels sont véritablement les éléments technologiques qui font que le Charles Leclerc est le plus performant, l'un des plus performants blindés modernes? L'élément majeur pour le Charles Leclerc, c'est de pouvoir tirer en roulant et de détruire sa cible tout en étant en mouvement. Ça, c'est l'atout majeur du char.
Il y a beaucoup de chars dans le monde qui ne sont pas capables de faire but en roulant. Ils tirent en roulant, mais ils ne sont pas forcément capables de faire but. Le Leclerc, lui, il fait but. Et par ailleurs, en termes de technologie, entre un Schneider qui ne devait pas avoir de suspension et un char comme celui-là, il y a une différence phénoménale. Il y a une différence phénoménale en matière de suspension. Vous voyez qu'il peut aller jusqu'à 70, plus de 80 km/h, tout en gardant une visée, une puissance de pointage qui est assez phénoménale. Today's tanks, like the American Abrams, the German Leopard 2A, and the British Challenger 2, are high-tech marvels. With multi-layered composite armoring, protection against anti-tank missiles, removable protection grids, GPS targeting, electronic jammers, and displays on which the battlefield is fully digitized. La troisième génération, c'est ce que l'on a introduit en France avec le char Leclerc. C'est une plus grande performance de toutes ces composantes de stabilisation, de conduite de tir, de blindage, auquel on a rajouté un élément qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, qui est tout simplement l'Internet du champ de bataille. The new digital battlefield unfolds in crew training simulators. Pilote 11h. Ah ben je sais pourquoi je suis mauvais en jeu vidéo. Hein. C'est tellement fin que je pars dans les choux totalement. Si j'arrive à l'avoir, lui, on aura de la chance. Je l'ai là. 470. Rapide. En plus, il y a vraiment la pression. J'ai chaud, c'est grave. Voilà. The future of tanks is now under threat from increasing costs and the difficulty of transporting them to remote battlefields. Some armies are focused on replacing them with lighter and faster wheeled armored engines. Il n'y a pas eu le matériau miracle qui, à qualité de protection égale, était 4 ou 5 fois plus léger que les blindages composites qu'on avait implantés sur les chars de la génération d'avant. Et en matière de puissance de feu, les canons classiques étaient en limite, les missiles aussi. On a essayé d'explorer des voies avec des missiles hypervéloces, des choses comme ça, des lasers. Enfin, c'était un peu la guerre des étoiles. Et puis finalement, la conclusion, au bout de 4 années de développement et de 10 milliards de dollars investis dans la R&D, a été de dire, bon, ce n'est pas possible. En conscience et objectivement, les technologies ne sont pas là, elles ne sont pas prêtes, et on ne sait pas remplacer le char conventionnel que tout le monde connaît par cet objet miraculeux dont tous les militaires rêvent, et les financiers aussi d'ailleurs, hein, qui serait capable de remplacer le char. Will the tank, a symbol of military and political power, ever be replaced? In one venue, tanks are more popular than ever. Each year, gamers from all over the world travel to the Tank Museum of Bovington, England. Here, they live the history of tanks in an immersive online experience that draws millions of participants. C'est quand même assez impressionnant d'être ici, d'avoir des chars juste à côté et d'avoir des chars virtuels. Ouais, c'est sûr, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à jouer à World of Tanks plutôt qu'à n'importe quel autre jeu? J'ai appris que les chars ont occupé une place extrêmement importante dans la Seconde Guerre mondiale notamment, et même dans la Première. Et du coup, j'ai voulu m'y intéresser plus. Et en fait, j'ai trouvé World of Tanks au début un peu par hasard. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas.
Du coup, je l'ai téléchargé et en fait, après j'ai continué de jouer, je me suis pas arrêté et je suis ici. C'est aussi une nouvelle façon de faire de l'histoire d'une certaine manière. En quelque sorte, ouais, parce que nous, jeune génération, en fait, on n'a pas eu la possibilité, je dirais pas la chance, parce que c'était des événements traumatisants, mais la possibilité de voir des chars en action et de sentir l'événement en lui-même. Donc en fait, on doit forcément se raccrocher à quelque chose pour apprendre davantage d'histoire. Et il s'avère que les jeux vidéo, c'est vraiment un moyen en plus d'apprendre l'histoire. The scene is Russia 2015. A new tank parades through the streets of Moscow. Il y a encore de très nombreux pays qui investissent massivement dans le développement de nouveaux chars, mais chars au sens conventionnel du terme. Je citerai l'Iran, je cite le Pakistan, je cite l'Inde, la Corée, le Japon, la Turquie. Tous ces pays-là veulent se doter de leur propre char, donc un char national avec des technologies nationales, sur la base d'une industrie et de bureaux d'études nationaux, le plus possible, pour être le moins dépendant de technologies qui viendraient de l'étranger. Ce qui signifie que ces chars qui sont en développement ne vont rentrer en service qu'en 2020. Et comme la durée de vie d'un char est d'environ 40 ans, ça signifie qu'en 2060, on les verra toujours. Donc le 21e siècle sera caractérisé par le fait que de nombreuses initiatives ont été lancées en début de siècle pour essayer de trouver des alternatives aux chars, mais qu'en 2060, il y aura encore des chars. The T-14 Armata is less expensive than most Western tanks. It is also incredibly fast, up to 56 miles per hour on the road. This tank is equipped with an automated turret. This revolutionary concept ensures the safety of the crew by allowing them to stay in an isolated armored capsule. The Armata has an active armoring system that is able to deflect incoming missiles. The rear is elevated, and the 125mm gun mounted on the front is set at a wider angle. That allows it to target aircraft flying at low altitudes. Its firepower can penetrate 32 inches of armor. With the emergence of asymmetric conflicts, wars without a front line, the usefulness of tanks is under question. Their recent use in Afghanistan shows that they remain crucial to infantry support. Comment ces chars seront utilisés? L'avenir le dira, soit de manière conventionnelle, dans des combats qu'on pourrait qualifier de classiques, d'unités blindées mécanisées s'affrontant sur un front, ou de manière complètement décentralisée, comme on l'a vu en Afghanistan avec les Canadiens ou les Danois, soit de manière très spéciale, sous forme de raids. Il y a des officiers, de manière tout à fait intéressante, qui ont essayé d'associer l'impact ou l'effet à obtenir d'un char avec des forces spéciales. Or, on associe aux forces spéciales la notion de légèreté, de furtivité, d'agilité. On les voit mal cohabiter avec un char. Eh bien, il y a peut-être des voies de coopération entre des chars et les forces spéciales qui ne sont pas si idiotes que ça. From their breakthrough role in the German Blitzkrieg, tanks have been central to a range of major offensives. Over the decades, they've become faster, more powerful, and more agile. Today, they are formidable and effective weapons, high-tech communication platforms, players in an integrated digital battlefield.
Created a century ago in the trenches, tanks are still widely used by militaries around the world. Supported by sappers and infantrymen, covered by artillery and the Air Force, tanks are still essential elements of strategic units. The tank has proven to be an effective spearhead for a number of ground offensives. General Estienne, a century ago, was not wrong when he predicted an enduring role for mobile assault artillery. On va pouvoir mettre la gomme un peu. Allez, à fond.